Objectif de cette vidéo, que tu aies tous les éléments nécessaires pour comprendre l'œuvre d'Edith Wharton, Le temps de l'innocence, qui est cette année au programme des prépas scientifiques. Je te rappelle, si jamais tu es encore sceptique sur l'importance du français en classe préparatoire scientifique, quand j'étais en classe préparatoire, que je fréquentais des scientifiques, ils me disaient j'ai manqué l'admissibilité à Polytechnique. Et je leur disais pourquoi. Ils me disaient à cause du français. À cause du français où ils ont eu la note de 12. Et s'ils avaient eu simplement la note de 16, ils auraient été largement admissibles. Donc si tu veux réussir ton entrée aux écoles d'ingénieurs, je t'invite vraiment à bien écouter cette vidéo parce que je vais vraiment te condenser l'essentiel de ce que tu dois savoir pour utiliser les références ensuite dans la dissertation. Un mot tout d'abord sur la vie d'Edith Wharton. Edith Wharton est une écrivaine américaine née en 1862 à New York. Elle est née Edith Newbold Jones. Elle a connu une adolescence solitaire, assombrie par des fiançailles rompues. Elle est dans une très riche famille, au milieu des conventions mondaines. Et elle se marie assez jeune avec un certain Edward Wharton en 1885. Mais le moment clé de sa vie, c'est 9 ans après ce mariage, elle souffre d'une dépression nerveuse due au caractère étouffant de sa vie. Et une fois guérie, elle commence à écrire et à publier ses recueils de nouvelles, puis certains de ses romans. Avec son mari, il voyage et son quotidien change. C'est en Europe qu'elle passe la plus grande partie de son temps, plus particulièrement à Paris. Elle noue des amitiés avec Henry James, Henry Adams, Bernard Berenson, Charles Dubos, André Gide, Paul Bourget. Ces années parisiennes seront aussi le témoin de 1808 à 1909 de son aventure passionnée avec Morton Fullerton. Elle décide ensuite à demander le divorce et pendant la guerre, elle reste à Paris. Et durant le reste de sa vie, elle ne retourne que quelques fois aux États-Unis. Au temps de l'innocence, 1920, obtient le prix Pulitzer et est adapté au cinéma par Martin Scorsese en 1993. Il y a deux périodes dans l'œuvre d'Edith Wharton, c'est les romans avant et les romans après la guerre. Alors avant la guerre, elle s'occupe d'analyser l'âme clause, c'est-à-dire les contraintes imposées à l'individu par des forces extérieures aussi bien qu'intérieures. Par exemple, dans son ouvrage Chez les heureux du monde, elle brosse le portrait de Lily Barth qui aspire à une liberté qu'elle ne peut pas posséder. Après la guerre, ça change, puisque on passe du thème de désir de liberté comme moyen d'atteindre la plénitude de la vie à la peinture de l'obtention de cette vie pleine. Cependant, ce qui permet d'atteindre une conscience plus élevée, c'est le renoncement à l'expérience vécue elle-même en tant que fin en soi. J'affiche à l'écran tout de suite les notes qu'ont mes élèves depuis ces dernières années, depuis les 4 ans désormais que je suis professeur. Tu peux le constater, les notes sont entre bonnes et excellentes. Si tu veux les mêmes notes, n'hésite pas à d'abord écouter la vidéo et si ça te plaît à cliquer dans le lien dans la description pour avoir un cours avec moi. C'est la perception des considérations morales qui détermine la forme que prend l'expérience de la vie ainsi que la conscience elle-même. Traduit en termes simples, le roman Au temps de l'innocence montre en un mot que ce qui compte pour les individus et ce qui va forger leur destin, ce qui va faire qu'ils vont vivre la vie qu'ils vivront, c'est leur perception, leur manière de voir, de comprendre et d'appliquer les règles morales. Si par exemple, on vous dit c'est important de se marier, en fonction du respect ou non que vous aurez pour cette règle, vous allez avoir un destin différent. C'est pour ça qu'à la fin du roman, ce qui compte pour le personnage principal, c'est de savoir qu'il va respecter cet engagement du mariage. D'une part parce qu'il hésite à véritablement aller au fond de son aventure avec Hélène Olenska, et d'autre part parce que Hélène Olenska respecte pour lui cet engagement en partant en Europe. Contexte du roman, c'est les années 70 aux États-Unis. Et les années 70 aux États-Unis, on sort de la guerre de sécession. Et la guerre de sécession a mis en cause l'unité nationale des États-Unis. En effet, les États-Unis du Sud n'ont pas réussi à se construire économiquement sur le modèle de l'esclavage. Et les États-Unis du Sud doivent donc suivre le modèle du Nord. Et dans cette scission d'identité, on doit construire l'identité américaine. C'est-à-dire qu'on va réussir à bâtir une nation qui ne sera pas fondée sur l'esclavage. Résumé du livre. Première partie, le roman commence en 1870 à New York où Newland Archer, un jeune avocat, est fiancé à May
Welland, une jeune femme belle et innocente. Leur mariage est attendu avec impatience par la haute société new-yorkaise. Mais l'arrivée de la cousine de May, la comtesse Helen Olenska, trouble Archer. Helen, séparée de son mari européen violent, revient à New York en quête de liberté et de soutien. Sa présence et son attitude non conformiste suscitent des scandales et des rumeurs parmi la haute société. Deuxième partie. Newland se sent attiré par Helen malgré son engagement envers May. Il tente d'aider Helen à se réintégrer dans la société new-yorkaise, société qui ne l'accepte pas parce que justement elle est considérée comme une paria de la société, et il essaie, Archer, de lutter contre ses sentiments croissants pour Helen. Helen reconnaît les sentiments de Newland et décide de s'éloigner pour préserver l'honneur de May et de la famille. Newland tente alors, troisième partie, de persuader Helen de rester à New York et de commencer une nouvelle vie ensemble, mais Helen, respectueuse des conventions sociales et du bonheur de May, décide de retourner en Europe. Newland épouse May mais continue de penser à Helen et à ce qu'aurait pu être leur vie ensemble. Quatrième partie, des années plus tard, Newland est un homme mûr avec une famille. Après la mort de May, il visite l'Europe avec son fils où il a l'occasion de revoir Helen. Cependant, il décide de ne pas la rencontrer, préférant garder intact le souvenir de leur amour non réalisé. Il y a trois personnages clés. Newland Archer, c'est un personnage qui est attaché aux conventions, à ce qui se fait et à ce qui ne se fait pas. Sa vie entière est fondée sur les conventions, mais avec Helen, il découvre quelqu'un, deuxième personnage clé, qui n'est pas attaché aux conventions. Et enfin, May Welland, qui est la femme de Newland Archer, qui est belle, bien éduquée, douée au tir et au cheval. Elle est élevée pour satisfaire à son futur époux, mais c'est une personnalité monotone qui est extrêmement conventionnelle et qui n'apporte pas grand-chose à Archer, sinon un bon statut social. Analyse du titre désormais. Le titre fait référence au fait que la société américaine doit rester innocente contrairement à l'Europe qui est en décadence. En effet, dans la société américaine d'avant la guerre, c'était une société qui se voulait insouciante. Elle cherchait à laisser les jeunes filles dans l'ignorance et ne voulait pas voir ce qui lui déplaisait. C'était une allégorie de l'Amérique qui se plaît à vivre dans un monde imaginaire, un monde dans lequel les gens font semblant d'être heureux en respectant les conventions sociales. Au sens où, pour vous donner une idée, ce qui se passe, c'est que dans la société américaine de l'époque, qui est extrêmement protestante, c'est interdit par exemple de danser. Et en tout cas de danser de façon entre guillemets lascive pour eux, donc comme on danserait aujourd'hui par exemple en boîte de nuit. C'est interdit de danser comme 80% des gens en boîte de nuit. Et ce qui se passe, c'est que en Europe, on commence à adopter petit à petit des mœurs plus souples. Et justement, les États-Unis se voudraient une communauté qui, elle, se distinguerait de l'Europe, qui serait, elle, en décadence, notamment, par exemple, sur la question de la danse, mais pas seulement, c'est tout un ensemble de règles morales sociales qui commencent à s'effondrer en Europe et que les États-Unis, eux, maintiendraient contrairement à l'Europe. Le titre peut également faire référence à May, qui serait innocente, mais peut-être pas tant que ça, puisqu'elle garde quelques côtés manipulatrices. Par exemple, elle éloigne Hélène de son mari en lui mentant. Elle prétend, par exemple, avoir une grossesse alors que ce n'est pas le cas. On a analysé la biographie, la thèse principale, le résumé du livre, le titre. On va maintenant voir un maximum d'idées pêle-mêle que tu pourrais utiliser dans tes dissertations. C'est parti pour comprendre l'œuvre. 1. Les lectures révèlent l'identité de l'individu. Ce qui fait que quelqu'un a telle ou telle identité, c'est les lectures qu'il lit. May, par exemple, elle lit les livres comme il faut, les livres conventionnels. Elle lit les romans d'Ouida, qui était une romancière française assez célèbre de l'époque, William Thackeray. Elle lit des lectures attendues par son rang et sa classe sociale. Archer, lui, a une âme de poète. Il lit Ulysse, Les Lotophages, Les Îles de Tennyson, des livres qui sont un peu aventuriers, des livres qui montrent une certaine ouverture d'esprit. Et enfin, Olenska lit tous les auteurs qui ne sont pas à la mode dans la société américaine. Elle lit Paul Bourget, elle lit Huysmans, elle lit les frères Goncourt. Et donc, ça montre bien qu'elle est un personnage marginal et qui fait fi des conventions que la société impose. C'est la communauté qui confère à l'individu son identité. C'est la communauté qui confère à l'individu son identité. Je voudrais juste revenir, j'en profite, sur le terme d'identité. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'identité, en fait, c'est ce qui reste malgré les changements. C'est ce qui ne peut pas changer. L'identité d'une table, c'est d'être un support. La table, par essence, elle est un support. C'est-à-dire que quand j'ai une table, j'ai forcément un support. Et si la table n'est plus un support, c'est une table cassée qui ne peut plus avoir sa fonction de table. Donc ça, l'identité, c'est ce qui reste. Et quand on est un être humain, on a une identité à partir du moment où il y a des choses qui restent
et qui montre clairement qu'on a cette personnalité, contrairement à d'autres gens qui vont insister, qui vont travailler, qui vont posséder d'autres traits de personnalité. Par exemple, si j'ai l'habitude de parler à des gens dans la rue, je vais montrer et je vais plutôt avoir une identité d'ouvert socialement, de spontané. Maintenant, quand on dit que la communauté confère à l'individu son identité, ça veut dire que la communauté assure le destin de l'individu et son identité. D'abord parce qu'elle lui donne et procure un immense confort mental et matériel. Elle empêche le délitement social et la naissance de l'individualisme. En effet, dans la société du New York, du temps de l'innocence, la société dit voilà comment tu dois être. Tu dois être un bon mari, tu dois être une bonne épouse. Et on dit à l'individu précisément ce qu'il a à faire et le cahier des charges qu'il a à remplir avec des tâches qui vont lui durer énormément de temps. Par exemple, être un mari, c'est un travail de tous les jours. Et donc la société nous donne le confort mental et matériel. Matériel également parce que les parents donnent à leurs enfants les moyens de faire une famille et ensuite, et ainsi de suite, les nouveaux parents donnent les moyens à leurs enfants de faire une famille. Ainsi, la communauté peut se perpétrer. Et cette société américaine, elle empêche le délitement social et la naissance de l'individualisme parce qu'elle crée des normes qui vont permettre et faire en sorte que les individus restent connectés les uns avec les autres, notamment par les biais du mariage, notamment aussi par tous les rituels, où on va faire qu'on va laisser peu de place aux individus isolés et on va essayer de se mettre en groupe, mais tout en restant à l'intérieur du groupe. C'est le cas par exemple lorsqu'ils vont à l'opéra pour créer et tisser des liens sociaux entre les individus de cette aristocratie américaine. Cependant, le côté négatif, c'est que ça laisse peu de place aux écarts. La communauté juge l'individu en tout temps, en toutes circonstances. On peut percevoir et recevoir des jugements. La société est comme au chapitre 8, je cite, un aéropage, fin de citation, implacable. L'aéropage, c'était le conseil des aristocrates athéniens, c'était un organe de justice ou une assemblée qui déterminait des jugements. Et automatiquement, la société est comme un aéropage implacable, elle est tout le temps en train de vous juger. Comment peut naître alors, dans cette société, une conscience individuelle ? Comment est-ce que je peux avoir mes propres idées si si la société me procure, me propose, m'injecte, m'apprend déjà des idées préconçues qu'elle a déjà conçues, représentées, présentées, architecturées ? Pour cela, il va falloir que j'éveille ma conscience individuelle et cela peut se faire, comme dans le roman, par le biais d'un personnage jugé marginal par la communauté. Hélène, par exemple, est une initiatrice pour Archer. Elle est une initiatrice de sentiments, mais elle est aussi une initiatrice d'idées, de façon de faire, de manière de se comporter. Elle est capable de critiquer des membres imminents de l'aristocratie, comme les Van der Leyen, et elle le fait en disant, voilà, leur repas n'était pas incroyable, n'était pas génial, leur soirée était plutôt ennuyeuse, ce que Archer n'aurait jamais fait. Et donc, il va commencer à avoir de nouvelles idées grâce justement à un personnage qui lui ouvre des portes idéologiques. On ne dépeint pas n'importe quelle société dans ce roman, pas n'importe quelle communauté, on dépeint la communauté new-yorkaise qui a ses signes distinctifs. Elle est comme une pyramide sociale. D'abord, elle est pétrie de rituels. Par exemple, elle a l'habitude de se retrouver dans des lieux comme l'opéra. Il s'agit moins de profiter du spectacle que d'y être vu. Autre exemple, il y a des cérémoniales des fiançailles au chapitre 4. Et lors du cérémonial de fiançailles, il y a des codes et des règles très strictes, des rituels très importants à suivre. Newland ainsi doit se rendre accompagné de sa mère et de sa sœur chez sa future belle-mère et de là chez l'aïeul de la famille. Archer utilise le déontique, je cite, il faut, fin de citation, pour évoquer toutes les réunions. Et il existe dans cette société des juges comme Lawrence Lefers, je cite, il est le premier arbitre de New York en matière de bon ton. Une société qui rejette ceux qui ne sont pas comme elle. On rejette les personnes différentes, comme la comtesse Olenska. On dit aux femmes de se taire et elle ne s'autorise pas à dire ce qu'elle pense. Olenska est une comtesse qui, lorsqu'on apprend son retour, on émet immédiatement des jugements parce que c'est une personne différente, qui a vécu une vie non conventionnelle, qui s'est séparée de son mari, alors que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Une communauté qui protège les siens. L'individu est presque toujours sacrifié à l'intérêt collectif. Je cite, on s'accroche à toute convention qui maintient l'intégrité de la famille, protège les enfants s'il y en a. Une communauté qui protège les siens, par exemple, on met à mort symboliquement Hélène en l'envoyant loin de la société en Europe pour protéger le couple de Wayland et Archer.
Beaucoup de gens émettent des jugements sur Archer et Hélène, sur le fait qu'ils pourraient tomber amoureux, peut-être qu'ils ont une union. Et pour protéger Archer et son mariage avec Welland, on fait en sorte de pousser Hélène en dehors des États-Unis. La difficulté pour la société de s'adapter au changement. La communauté change même si elle ne le veut pas. Elle se modifie au cours du temps même si elle ne le veut pas. Les changements se font petit à petit. Exemple, la toilette des dames. Auparavant, il était de mauvais goût de porter une toilette neuve lorsqu'on allait se présenter à n'importe quel événement mondain. Désormais, les dames se partent de robes tout juste arrivées de Paris. C'est un changement immense pour une société extrêmement rigide, extrêmement ritualisée. Même les sociétés qui ne veulent pas changer, qui refusent le changement, qui veulent rester attachées aux traditions, sont forcées et contraintes presque par la force des choses d'accepter des modifications. La communauté prive l'homme de sa liberté. Archer accepte sans broncher la platitude, je cite, de son avenir. Il ne s'autorise pas à vivre une histoire d'amour que la communauté répudierait. Je cite, « Le mariage le plus ennuyeux n'est pas une faillite, tant qu'il garde la dignité d'un devoir. » Encore une fois, la communauté lui dit qu'il faut se marier et il accepte cela. D'une certaine manière, la liberté de l'homme est brisée. Bien entendu, cela lui donne un certain confort psychologique et physique de pouvoir avoir ce mariage et d'être accepté ensuite par la communauté, mais il renonce à son désir de liberté. Des membres avec une condition similaire en fonction de critères, notamment le sexe. Les femmes n'ont pas le droit de divorcer, même si c'était inscrit dans la Constitution américaine. Le mot divorce résonne, je cite, comme une bombe pour les Archers. Donc pour cette communauté new-yorkaise, divorcer c'est impossible, même si c'est autorisé par la loi. Un droit devrait pouvoir être utilisé sans créer un sentiment de rejet par la communauté. Chapitre 11. La vraie faute vient toujours de la femme. Fin de citation. On estime normale la soumission de l'homme à la femme. Mais le roman présente des figures féminines libres. Il est possible de s'émanciper de la société qui nous contraint. Simplement, il faut accepter de vivre et d'être jugé par les autres. La littérature dépeint ainsi des modèles alternatifs de ceux de la communauté. De la même manière, l'éducation de la société vers l'individu n'est pas un moyen d'émanciper les individus, de les rendre libres, de leur donner les clés pour réaliser leurs objectifs, pour être plus épanouis intellectuellement, spirituellement, mais simplement de les retenir et de les enrôler dans les codes sociaux utilisés par les prédécesseurs. Si la liberté est réprimée, le désir individuel est aussi réprimé en société. Le désir toujours semble déboucher sur la frustration. Archer souhaite se marier avec Hélène, mais ne peut pas y arriver. Et le désir ne semble pas venir de l'individu, mais de la communauté. Comme le désir de mariage d'Archer avec Welland. Au début du texte, Archer il décrit avec passion cette future femme avec laquelle il va se marier, mais ce n'est pas véritablement son désir, c'est sa famille qui a mis dans son esprit l'importance de cette jeune femme pour lui, qui a vanté toutes ses qualités, qu'il répète dans son esprit, mais il ne l'a jamais vraiment rencontrée à ce moment-là. Donc ce n'est pas son désir propre, mais un désir de la société. Une identité définie par des aspects matériels. Dans cette communauté new-yorkaise, c'est très important d'être bien habillé. On vit dans une société d'abondance en aristocratie, une société qui a les moyens financiers de bien s'habiller, de bien se vêtir, d'être dans des espaces confortables. Et ce qui définit l'identité, c'est finalement la matérialité. Tout le monde se souvient que Hélène portait une robe de satin noir lors d'un dîner, élément qui est a priori sans grande importance, mais qui reste dans la mémoire collective. La communauté, c'est aussi un territoire. C'est en dehors de New York que le couple Archer-Olenska, c'est-à-dire Hélène, en l'occurrence à Squatter Cliff, qui est la ville mentionnée dans le bouquin, qui n'est pas une ville qui existe aux États-Unis, je le précise. Et c'est la première fois qu'il se rend compte de ses sentiments pour la comtesse. C'est lorsqu'il est hors dehors de New York que ses véritables désirs peuvent s'exprimer. La communauté apparaît comme une force supérieure et tragique. Tragique au sens où elle ne laisse pas le choix aux individus. La communauté fonctionne aussi de manière autonome par rapport à la société. La communauté, c'est des individus qui sont liés par des valeurs, alors que la société, ce sont des individus liés par des règles. Dans la société française, il y a beaucoup de différentes communautés. La communauté des sportifs, la communauté des penseurs, la communauté des musulmans.
Et toutes ces différentes communautés n'ont pas forcément les mêmes valeurs. Par contre, en tant que société, ce qui rassemble les individus, c'est pas forcément les valeurs, mais c'est les règles auxquelles ils sont soumis. On voit bien dans le roman de Edith Wharton que l'aristocratie forme une communauté autonome. On laisse peu de place aux clans familiaux. C'est le clan de l'aristocratie qui domine. La société de New York ou encore tout le monde, dans le roman, lorsqu'on emploie tout le monde ou la société de New York, ça ne désigne que cette communauté, cette aristocratie qui est extrêmement petite, mais qui fait en sorte que le monde tourne autour d'elle. Sur quoi repose une société? Sur des traditions transmises de génération en génération. Qu'est-ce qui fait société? L'identité commune entre tous les individus. Tout le monde doit se ressembler dans la communauté. Tout le monde doit se marier, suivre et respecter les traditions transmises de génération en génération, sinon la société périclite. Enfin, on va parler de littérature. La littérature comme l'art est peut-être un moyen de proposer un modèle collectif et individuel alternatif. La littérature, même si elle parle de cette communauté, peut éduquer le peuple dans un sens comme dans l'autre. Elle peut être un espace de liberté. Par ailleurs, Edith Wharton montre son attachement en tant qu'écrivaine à la communauté des écrivains. Il s'agit d'un roman intertextuel où on fait de nombreuses références à d'autres auteurs. Ainsi, Edith Wharton se place dans la communauté des écrivains et de la littérature dont elle montre l'importance. C'est important à noter parce qu'il y a d'autres auteurs qui n'aiment pas spécialement la littérature. Il y a des auteurs qui aiment simplement écrire ou qui méprisent certaines formes de littérature. Ici, elle met en avant des littératures dites élitistes, mais aussi d'autres littératures qu'on n'apprécie pas forcément à l'époque, comme Goncourt, Paul Bourget, des auteurs qui sont un peu répudiés de leur vivant, qui sont un peu mis de côté, et elle montre qu'elle embrasse une grande partie de la littérature, et en tant qu'autrice, en les citant, elle se met avec eux. Je le dis parce que, par exemple, si jamais vous lisez certains romans policiers, on s'en fiche absolument des autres livres. Ce qui compte, c'est juste l'histoire. Or, elle, dans ce roman, elle fait énormément référence à la littérature, donc ça montre vraiment son amour pour cette communauté-là. Et elle se place dans cette communauté simplement en les mentionnant. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu en commentaire et à enrichir les analyses si tu veux, si ça t'intéresse. Et si tu veux prendre un cours avec moi, je t'invite à cliquer en bas dans la description. À très bientôt pour la prochaine analyse.